Bonjour, bonsoir, bienvenue dans votre podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Empire au Royaume. C'est-à-dire, nous allons voir comment s'est passée l'évolution et la transformation d'un côté au début de la frise chronologique, l'Empire carolingien, et à la fin de l'ère chronologique qu'on va étudier aujourd'hui, les royaumes de France et de Germanie. Comment cette transformation s'est faite? Pourquoi? Tout cela, toutes ces réponses, vous les aurez dans l'épisode. Premièrement, qu'est-ce que l'Empire carolingien? Eh bien, l'Empire carolingien, c'est l'Empire qui a été créé par Charlemagne. Ça s'est un petit peu continué sous le règne de son fils Louis le Pieux. Le but est une unification politique et religieuse d'un espace assez énorme. Comme vous le voyez dans l'illustration que j'ai mis, malgré que ça a été coupé en trois, au total, ça faisait qu'un seul bout au départ. Donc cette organisation se fait par trois moyens. Des capitulaires, c'est-à-dire des lois qui ont droit dans tout l'Empire. Des missi dominici, c'est-à-dire des envoyés, qui vont voir un petit peu comment ça se passe, si les gens respectent les lois. Et enfin des émissaires, des missionnaires, pardon, et des émissaires aussi, qui vont se charger de la christianisation. Charlemagne se conçoit lui-même comme un chef religieux. C'est le serpent de mer du Moyen-Âge, cette lutte entre l'empereur et le pape pour savoir c'est qui le patron. Et en plus, tout cela est appuyé par une puissante aristocratie qui est un peu le relais local du pouvoir. Mais à partir de 888, il n'y a plus d'empereur. Alors qu'avant, à partir de 843, il était conçu qu'on pouvait avoir plusieurs royaumes, mais un seul empereur. C'est ça la petite différence. Donc, pourquoi? Déjà, il y a des invasions qui posent problème. Les Slaves, les Hongrois et les Vikings. C'est-à-dire que ça attaque de tout bout. T'ajoutes les Sarrasins qui attaquent par le sud, ils sont attaqués à l'est, à l'ouest, au nord. C'est encerclé. Et les rois n'ont plus les moyens de défendre le peuple. Faut pas oublier que les Vikings vont créer une véritable psychose. Pendant un siècle, ils vont arriver, ils vont faire des grosses razzias, ils vont faire des dégâts, ça va être violent. Donc Charles le Chauve, le roi va refaire quelques fortifications, des ponts fortifiés. Mais bon, ça n'empêche pas les Vikings d'arriver, de tout casser, de demander de l'argent, puis de repartir. Ce ne sera réellement réglé qu'en 911, quand on leur donnera la Normandie. Mais les invasions, c'est extérieur. C'est, on va dire, la petite cerise sur le gâteau. Le vrai problème, c'est l'implosion de l'Empire. Déjà par des partages nombreux qui vont fragiliser le territoire. Déjà, il y a le traité de Verdun, en 843, le traité de Prüm, qui établit la division de l'Empire de Lothaire, c'est-à-dire que quand Lothaire est mort, déjà quand Louis le Pieux est mort, on a coupé l'Empire carolingien en trois morceaux. Quand Lothaire est mort, le morceau qu'on avait donné à Lothaire, on l'a coupé entre ses trois fils. Oui, c'est un joyeux bazar. Et après, il y en aura aussi un autre en 863, puis en 870, Donc à chaque fois, il y a des énormes soucis. Ajoutez à ça que il y a énormément de problèmes pour la couronne impériale parce que Lothaire Ier avait reçu la couronne en 840. Bon, il meurt en 855. Donc c'est Louis II, le jeune, qui reçoit cette couronne en 855. Bon, il meurt en 875. Le plus vieux, Charles le Chauve, qui est né en 823, il la récupère, la couronne, pour enfin mourir 2 ans plus tard. Charles le Gros, lui, va être le dernier carolingien à avoir le pouvoir, parce qu'après, il y a d'autres, on va dire, d'autres successeurs qui ne sont pas des carolingiens qui vont prendre la couronne. En gros, si t'es roi d'Italie, t'as une bonne chance d'être empereur. C'est un petit peu la condition. En plus, Louis II, quand il se fait couronner, il se fait couronner par le pape. Et là, le pape, il a tout de suite compris qu'il y avait un truc à jouer. Il a la possibilité de faire et de défaire les empereurs, donc il va jouer un petit peu, il va prendre les plus conciliants. Mais à partir de 924, personne ne va réussir à s'imposer, et il n'y aura plus d'empereur avant au moins 30 ans. Plus de 30 ans même. Donc maintenant, on va faire une petite étude locale. Après avoir parlé général, on va réduire le focal. On va parler un petit peu de ce qui se passe à l'Est, ce qui donnera l'actuelle Allemagne. On a véritablement une résurrection d'un empire.
En effet, en Germanie, au Xe siècle, on ne parle plus de français oriental. Hein. Chose très importante, quand ils ont partagé le royaume en 843, on avait la Francie occidentale, qui donnera la France, la Lotharingie au milieu, et la Francie orientale. Là, on parle de Germanie. Et pour la Francie occidentale, on reparle de Gaule. Oui, oui, toujours et encore, la fameuse Gaule. Donc, là, on va parler un petit peu de ce qui se passe à l'Est. On va parler surtout de la dynastie ottonienne. Hein. Alors, au commencement, on a Henri l'Oiseleur, qui est nommé roi de la Francia Orientalis en 919. Il est désigné par son prédécesseur. Hein. Il va un petit peu aggrossir le domaine en allant grignoter des morceaux de la Lotharingie, hein, le morceau au milieu. Hein. En plus, il va mettre 4-5 défaites aux Slaves, aux Danois et aux Hongrois, hein, ça fait bien. Et enfin, en 925, il va soumettre et intégrer la Lotharingie. Avant sa mort, il va obtenir la promesse que les princes germaniques vont choisir son fils, Othon, comme successeur. Parce qu'à l'époque, c'est les grands du royaume, ils se réunissent, ils disent, bon, on met qui roi? Là, il a réussi à faire convaincre que, bon, quand il passe l'arme à gauche, c'est son fils. Il a réussi à obtenir ça. Donc, quand Othon arrive au pouvoir, hein, en 936, hein, je précise bien la date, hein, les ducs, ils ont énormément de pouvoir quand il arrive au pouvoir. Hein. Ils ont énormément de prérogatives. Ils ont la justice, l'armée, et même ils frappent monnaie. Quand tu commences à frapper ta propre monnaie, c'est que tu as énormément de pouvoir. C'est là où vous comprenez le malaise qu'on peut avoir aujourd'hui dans la zone euro ou dans la zone franc CFA. Voilà. Othon Ier impose l'hommage pour s'assurer la soumission des comptes. Pardon, j'ai sauté une ligne. C'est-à-dire, c'est très important. L'hommage, ça permet de faire comprendre qui c'est le patron. Tu me fais l'hommage. C'est toi qui viens me voir. C'est toi qui reconnais que je suis supérieur à toi. C'est un petit peu pour montrer c'est qui le patron. Il va mettre en place la chancellerie qui envoie des lettres aux ducs et abbayes pour qu'il y ait des privilèges et des droits. En gros, c'est lui qui fait privilèges et droits, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps là-dessus. Il veut contrôler l'aristocratie et l'épiscopat. Hein, les ducs vont être des représentants du roi. C'est-à-dire, ils vont pas faire ce qu'ils veulent. Non, non. Ils portent la parole royale. Donc, on fait gaffe. En plus, il va faire un petit truc pour s'assurer que les ducs lui posent pas de problème. Il va les choisir dans sa propre famille. Ça calme beaucoup de monde. Hein. Les évêques de Othon Ier il va les former à sa cour. Il va trouver un moyen pour former les religieux à sa cour. Comme ça, il est tranquille, quoi. Les autres, il les a dans les pattes depuis le plus jeune âge. Il peut les dresser assez rapidement. En septembre 951, il descend en Italie et devient roi des Francs et des Lombards d'Italie, hein, comme Charlemagne. Hein. Il va en Lombardie, il y a quand même Charlemagne, ça fait que 150 ans, hein, donc il y a quand même ce modèle. Hein. Il y a quand même cette idée de redevenir empereur, donc à un moment, il refait comme son modèle. Hein. Il va libérer Adélaïde, une reine, hein, qui lui avait demandé de l'aide parce qu'elle était emprisonnée et qu'elle avait des conditions un petit peu limite, dirons-nous. Il l'épouse. Hein. C'est véritablement un conte de fées, là. C'est le prince qui arrive, qui libère la reine et tout. Ils se marient, ils eurent beaucoup d'enfants. Bah là, c'est à peu près la même chose. Après, il va mettre une énorme défaite aux Hongrois en 955. Hein. Une défaite extrêmement importante, hein, parce que c'est littéralement, il va leur mettre un stop, quoi. Hein. Là, les Hongrois, après cette défaite-là, comment vous dire? Les Hongrois, ce sera plus les mêmes, quoi. Hein. Il y a une période de domination, là, c'est la défaite, ça les a un petit peu cassés dans leur élan. Hein. Je vous recherche un petit peu la date. Alors, c'est la bataille de Lechfeld. Hein. Bataille de Lechfeld qui s'est passée en août 955. Bataille très importante, parce qu'après cette bataille-là, il va montrer à tout le monde, moi, les invasions et tout le bazar, j'en veux plus. Moi, je leur casse les dents, gars. C'est moi le patron, je suis fort. Donc, de fil en aiguille, il va être amené à redescendre en Italie. Le pape va même lui demander de l'aide parce qu'il va se sentir menacé. Comme Charlemagne. Le pape qui a couronné Charlemagne, il disait Charlemagne, tu peux venir m'aider parce que là, je vais me faire cuire le derrière, là. Et là, il fait la même chose. Il aide le pape et il se fait couronner empereur. Il devient le successeur de Charlemagne. Hein. Il veut restaurer un peu à l'empire carolingien, quoi. C'est son modèle. Hein. L'expression de Saint-Empire germanique n'apparaît qu'au XIIe siècle, donc on ne parlera que d'empire germanique. Hein.
Après, je peux arriver à parler de Saint-Empire germanique, mais c'est que ma langue a fourché. Hein. Donc, le 13 février 962, il promulgue le Privilegium Otanium, c'est-à-dire il accorde au pape des privilèges, hein, assez semblables à ceux que les Carolingiens avaient reconnus à la papauté. Donc là, comme ça, il s'assure que le pape il lui pose pas de problème. Bon, manque de bol, le pape lui pose problème. C'est pas grave, il trouve une solution. Il le dépose et il met un gars à sa botte, un pape à sa botte. Hein. Il va juger le pape coupable, il le remplace par le pape Léon VIII, pardon. Et voilà, l'empereur fait les papes. Donc il est le maître dans son royaume, il est maître de l'église. Donc Othon II, lui, va régner de 973 à 983. Il va faire peu de choses par rapport à son père. Il est dans la continuité, dirons-nous. Il ouvre la porte aux influences byzantines parce qu'il se marie avec Théophano, qui est la nièce de l'empereur. Et il meurt assez rapidement au bout de 10 ans de règne. Faut pas oublier que son père a littéralement régné quasiment 37 ans, quand même 36 ans et 10 mois. Donc là, lui, il règne que 10 ans. Donc, son fils, Othon III, petit-fils de Othon Ier, qui va régner de 983 à 1002, mais qui aura réellement le pouvoir qu'en 994, parce que quand son père meurt, il a 3 ans. Alors, il va y avoir une régence faite par sa mère, et sa grand-mère Adélaïde, la fameuse reine qui a été libérée par Othon Ier, toujours vivante, qui vont vraiment l'éduquer intellectuellement, militairement et religieusement. Il va gouverner seul en recevant l'influence d'intellectuels comme Gerbert d'Aurillac, qui est un grammairien, un astronome. Il le fait pape pour le remercier. Il l'appellera même, le nom de ce pape c'est Sylvestre II, en référence à Sylvestre, le pape qui a baptisé Constantin, parce que c'est vraiment extrêmement religieux Othon III. C'est limite un empereur moine. Et s'il n'était pas mort prématurément en 1002 à même pas 25 ans, il aurait sûrement fini moine ou un truc dans le genre. Donc il y a une véritable expansion territoriale, et à la fin du Xe siècle, c'est la première puissance occidentale. Bon, Othon III va subir une révolte en Italie, il ne pourra pas faire de Rome sa capitale universelle, et il va mourir prématurément, mais toute cette dynastie ottonienne va avoir un rôle important à l'Est, parce qu'elle va avoir un rôle structurant, administrativement, religieusement, politiquement et surtout artistiquement, parce qu'il y a des trucs assez jolis qui ont été faits à l'époque, des algues, des bâtiments, enfin des trucs assez sympathiques qui ont fait que la dynastie ottonienne a marqué son époque. Alors, maintenant nous allons parler de ce qui se passe à l'ouest, dans notre royaume, dans notre France actuelle. Donc, en 888, Charles le Gros décède. Il décède. Bon, il s'était déjà fait déposer en novembre 887. Donc là, la situation est un peu chaude. Et on a un nouveau roi, Eudes, qui va régner de 888 à 898. Lui, c'est un Robertien. C'est une famille aristocratique située entre la Seine et la Loire. Le problème, c'est que Charles III, lui, il arrive en 893, il se fait couronner à Reims. Il dit, oh, c'est quoi ces conneries? Le gars, l'autre, c'est même pas sang royal, il se prend pour qui? C'est moi le roi. Donc, à partir de 898, il y a un consensus, honnêtement, qui permet à Charles III de régner jusqu'en 922. Bon, en 928, l'aristocratie est mécontente de la politique de Charles le Simple, il dépose le roi, et on va avoir deux Robertiens coup sur coup rois. Charles le Simple va mourir en 929 en captivité, et donc Robert Ier va régner de 922 à 923, mais il va mourir dans une bataille, donc c'est son frère Raoul qui va régner jusqu'en 936. Là, on s'attend à un truc. En 936, c'est que les Robertiens, ils en remettent un troisième sous leur royaume, et puis ciao les Carolingiens. Et le plus en vue, c'est Hugues dit le Grand, fils de Robert, celui qui a régné jusqu'en 923. Mais là, il se pose un problème. Là, Hugues le Grand, il dit c'est pas encore assez chaud la situation pour que j'arrive à prendre le pouvoir. Donc, il va mettre Louis le IV sur le trône. Celui qu'on appelle Louis d'Outre-mer, parce qu'il s'était barré en Angleterre, donc il était outre la mer. Donc, Hugues le Grand, lui, il va rester près du pouvoir, il va prendre le titre de duc des Francs.
C'est une titulaire assez semblable au maire du palais. Vous voyez un petit peu la petite douille? C'est-à-dire qu'en gros, Hugues le Grand va faire la même stratégie pour faire chuter les Carolingiens du pouvoir que les Carolingiens avaient fait avec les Mérovingiens. C'est-à-dire un roi faible, un gars fort autour du trône, et t'attends juste le bon moment pour prendre le pouvoir. Et en plus, comme il était menacé par un contre-rival, il s'est dit si je prends le pouvoir, c'est un coup à me faire assassiner, je suis pas chaud pour me faire tuer. Donc, on arrive, 987, chute de cheval pour Louis V. Louis V, pardon. Louis V du nom. Donc là, il se pose un problème parce qu'on a deux candidats. On a Hugues Capet et on a un autre Carolingien. Le problème, c'est que l'autre Carolingien est trop proche des Ottoniens, et puis on le sent pas. Honnêtement, on le sent pas. Donc, on met Hugues Capet sur le trône. Hein. Bon, le surnom Capet vient qu'au XIIe siècle. Hein. C'est le fils d'Hugues le Grand qui est couronné à Noyon, sacré à Reims. Et voilà, c'est l'avènement d'une famille très forte militairement depuis un siècle. Hein. Bon, avec tout ce bazar qui se passe avec le pouvoir, qu'est-ce qui se passe vraiment dans nos territoires? Eh bien, il y a une régionalisation des pouvoirs qui avait déjà été favorisée par les Carolingiens, par l'administration familiale. Hein, et puis en plus, ça se resserre, ça s'implante localement. Hein. Hein, l'aristocratie au IXe siècle forme une élite, unie par les liens du sang. Les grands sont bien dotés, ils contrôlent des terres, des évêchés, des monastères. Ils détiennent des honneurs, des charges politiques. Hein, ils collectent l'impôt, ils lèvent l'armée. Hein. Hein, après, le problème, c'est que vu qu'ils travaillent sur ces terres et vu qu'ils les exploitent, à un moment, ils se disent, bon, à un moment, c'était bien gentil, moi, j'exploite une terre, maintenant, elle est à moi, cette terre. Elle est à moi. Et en plus, c'est favorisé par un capitulaire de Quierzy en 877. Hein. Quierzy est une petite ville. Hein. C'est le lieu de résidence royale qui permet la transmission héréditaire des honneurs et des terres. Le roi n'a même plus son mot à dire. Hein. En plus, c'est des familles plus fermées, plus verticales. Il n'y a plus de polygamie. Hein. On compte la lignée, c'est par le père. Donc, c'est des petits groupes qui sont restreints, qui ont de plus en plus de pouvoir. Ils ont limite même des prérogatives royales parce qu'ils gèrent l'impôt, ils exercent la justice, ils font la monnaie, et en plus, ils ont leur propre diplôme, ils ont leur sceau. Le sceau, c'est très important. Le sceau permet de rendre le papier officiel. Vous imaginez à l'époque le sceau du roi de France ou le sceau du pape. C'est quand même un papier qui vient du roi ou du pape. C'est quand même quelque chose de fort. La Gascogne, la Bourgogne, la Flandre, la Bretagne, la Neustrie, hein, ce sont des grandes unités territoriales. En outre, au Xe siècle, de grandes lignées s'éteignent. Ça amène de nouvelles familles, donc de nouvelles façons de faire le pouvoir. Hein. Voilà, il y a des gros pôles, tous ces pouvoirs sont arrimés à des pôles, des cités, des palais, des forteresses. Hein. Donc c'est des endroits qui centralisent, hein, avec tous les flux qui traversent. Hein. Bon, le problème c'est qu'il y a le pôle, hein, il y a le centre, qui est très bien contrôlé, mais bon, en périphérie, ça part en cacahuète. Hein. Concernant notre bon Hugues Capet, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, pour être tranquille et pour s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis, il va faire sacrer son fils dès son vivant. Hein, Robert. Hein, il le fait sacrer, comme ça il est tranquille. Hein, il sait déjà que la succession, elle va être faite. Il va multiplier les fidélités, élargir les fidélités, notamment dans la région parisienne. Hein, et il va imposer l'idée que la royauté est au-dessus de tout intérêt privé. Hein. Il va y avoir des poèmes, des textes, un peu de propagande hein, qui vont aider à se créer véritablement une idéologie. Il y a le sacre qui aide énormément parce que le roi est le seul laïc sacré dans le royaume. Et en plus, un peu plus tard, il y aura le pouvoir thaumaturgique, c'est-à-dire que le roi il touche les malades, ça les soigne. Donc voilà, progressivement, ben, le roi va essayer de consolider sa position, mais jusqu'au règne de Philippe Ier, de 1060 à 1108, la force royale est relative, tout cela sur le fond d'un début de féodalité. En conclusion, l'Empire carolingien est tombé à cause de crises internes et externes. Hein. Les invasions l'ont sacrément affaibli et les problèmes politiques l'ont empêché d'agir convenablement face à ces crises. Donc l'Empire a éclaté, ce qui a amené à la création de deux États extrêmement importants,
le royaume de Germanie et le royaume de France, qui vont chacun avoir des destins séparés, une façon de faire la politique différente. L'empire germanique, lui, va redevenir assez rapidement un empire et va extrêmement bien s'organiser, alors que le royaume de France, lui, va être totalement éclaté et il va connaître un destin un petit peu difficile, mais sa situation va se stabiliser dans le temps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et faites de la pub pour la chaîne. Merci pour tout. Ciao!